Son trip cinématographique commence exactement en 1964, pendant qu'il est au service militaire. Il a toujours raconté, et évidemment ça nous ne pourrons jamais le vérifier, qu'il avait eu une sorte d'apparition cosmique de son double, de son démon, son daimon. L'aventure a commencé comme ça, mais elle a commencé très petitement, avec des petites caméras cacahuètes, de la pellicule 8 mm, mais il n'a jamais cessé de filmer depuis lors, sauf une interruption qui a duré une quinzaine d'années, de 1982 à 1995, année où il rencontre Noël Godin qui va rallumer la flamme. Ah, oui. Est-ce qu'il était frappadingue? Absolument pas. Jean-Jacques était quelqu'un de... C'est un artiste vraiment au sens plein du terme. Moi, j'insiste beaucoup sur cet aspect-là, parce que j'ai toujours trouvé qu'il avait une très grande logique par rapport à lui-même, mais ça veut dire que c'est un artiste qui n'a fait aucune concession par rapport à l'intellectualisme, à la mode. Il est resté toujours proche de sa révélation du cinéma. Est-ce que tu as des souvenirs particuliers? Voilà. Est-ce qu'on démarre? Comment est-ce qu'on démarrait? Est-ce qu'il y avait un scénario? Est-ce que c'est lui qui écrivait son scénario? Comment ça se passait? C'était souvent des courts-métrages. Hein. C'était des courts-métrages parce que bon, on n'avait pas les moyens de faire autre chose, et puis on n'avait pas non plus ni la technique ni les acteurs pour pouvoir faire une œuvre plus conséquente. Donc un tournage de Jean-Jacques Rousseau, d'abord ça commençait par un scénario, bien sûr, oui, il avait un scénario qui était d'ailleurs tapé ici à la posterie par l'assistant. Alors donc ça commençait après les heures de bureau, l'assistant se mettait à taper un scénario que Jean-Jacques inventait quasiment sur place. Et dans la tétoche, tu te rappelles de moi? Hein? Vieux con! Un élève paresseux et indiscipliné. Mais c'est qu'il fait peur. C'était des comédiens amateurs, ça veut dire des gens du cru, oui, hein, donc avec leurs accents, avec leur physique. Mais qui jouaient déjà dans des troupes ou quelque chose comme ça? Pas nécessairement, pas nécessairement. Quand moi je vois les titres de ces, de ces films, par exemple le sacristain cannibale, rien que ce nom, moi j'ai envie de voir le film. Oui. Ça racontait quoi? Mais le sacristain cannibale, c'est la rencontre avec un acteur qui a d'ailleurs qui est décédé avant Jean-Jacques. Il avait trouvé que le gaillard avait une tête de sacristain. Et comme quand il allait au restaurant, il prenait des steaks très saignants, il avait décrété que c'était un sacristain cannibale. Et le scénario raconte l'histoire d'un sacristain qui, c'est un petit peu le mythe de Barbe Bleue, qui recherche des domestiques. Il a mis une annonce sur un arbre et les bonnes femmes se présentent et ça se termine chaque fois par un meurtre violent et le sacristain mange ses victimes. Voilà. Benoît Poulvourde raconte qu'un de ses films commence par une pancarte 20 ans après, alors qu'on n'a encore rien vu. Pour moi, c'est le film le plus dingue qu'il ait fait. C'est l'histoire du docteur Flack, hein, le diabolique docteur Flack. Et bon, comme dans beaucoup de films de Jean-Jacques Rousseau, il y a des médecins qui pratiquent des opérations loufoques. Le cinéma reste quand même un moyen d'expression qui répond à des critères techniques et des critères, on va dire, précis de narration, et qui sont qu'on ne peut pas dépasser, qu'il faut respecter au moins un minimum. Ce qui les rend aussi attachants, c'est d'avoir bafoué ces règles élémentaires. C'était un raconteur inné, et il captivait son public en fictionnalisant toutes ces anecdotes de sa vie. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout, puisque... Exact. Il faut savoir qu'il avait son dernier scénario qui devait être tourné la semaine suivante de l'agression, se terminait par l'agression d'un gars qui sortait d'un café et qui était écrasé délibérément sur la place publique.
Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé la semaine suivante. Et je peux en attester parce que c'est moi qui ai tapé le scénario. Hein. Donc, ça se passait à Courcelles, donc il accompagnait justement un employé de la posterie qui avait des ennuis, disons, domestiques. Ils sont allés boire un dernier café en attendant le bus, quoi. Hein. Et le gaillard avait des ennuis avec son beau-fils, et la dispute a dégénéré dans le café, le serveur les a priés d'aller se disputer sur le dehors, et l'agresseur a pris la voiture et a foncé sur le groupe, sur les gens qui étaient sur le trottoir, et c'est Jean-Jacques qui a tout pris. Mais je peux vous... Il en est mort. Il en est mort 4 mois après, sans avoir repris conscience. Donc, on ne connaît pas tellement le visage de Jean-Jacques Rousseau. Il y a quand même... C'est bizarre. Pourquoi tout le temps cette cagoule lorsqu'il était interviewé? En fait, Jean-Jacques m'a raconté que avant la cagoule, donc dans les années 70 et au début des années 80, il était très chevelu, très barbu, donc c'était une manière de se cacher. Eh bien, il voulait pas se montrer, et je ne sais pas dans quelle mesure, c'est Jean-Jacques qui a eu l'idée de la cagoule, mais évidemment, l'entarteur a trouvé ça génial et l'a encouragé à continuer d'être en quelque sorte le catcheur mexicain du cinéma belge, et c'est comme ça qu'est né le mythe de la cagoule. Mais il l'a porté à Cannes, je crois, non? À la Cannes, il a été interdit de la porter. Oui, il y a toute une histoire à Cannes. Oui, parce que, monter les marches avec une cagoule, quand même, ça n'était pas permis. Alors on a trouvé un subterfuge, on lui a mis, je pense, une perruque et un loup, et voilà, ça a passé comme ça. Et donc on ne voit pas Jean-Jacques à visage découvert, même à Cannes. Et il paraît qu'il a signé son contrat dans la mer? Il a raconté ça, oui, il a rencontré là des producteurs évidemment, et pour illustrer l'expression mouiller son maillot, il a fait signer le contrat dans l'eau. Voilà. 5, 4, 3, 2, 1, ça tourne. Un enchanteur Lucifer, prince des ténèbres, enchanture. On peut dire que Jean-Jacques Rousseau est incomparable, mais quelque part, est-ce qu'on ne peut pas le comparer néanmoins au facteur cheval? Mais je pense qu'effectivement, Jean-Jacques se trouve dans la lignée de ces artistes qu'on appelle les artistes de l'art brut. Donc c'était quelqu'un qui filmait comme il le sentait. Tout à fait. Mais dire qu'il n'avait pas de compétences techniques, ça c'est très exagéré. Il en avait. Et il a cherché à en avoir plus. Il a toujours cherché à en avoir plus. Mais évidemment, les budgets ne suivront pas. Nous étions bien obligés de faire avec les moyens du bord, c'est-à-dire un matériel parfois un peu obsolète. Et